quand tu parles pour la première fois à quelqu'un d'un monde sans argent, le cerveau il bug immédiatement. Il n'y a pas de réflexion en fait. C'est immédiatement, non, c'est pas possible. On a besoin de l'argent, ça peut pas fonctionner. En fait, on a toutes ces choses-là. Mais là où il faut se questionner, c'est comment on peut être sûr d'un truc sans y avoir réfléchi. Parce que la plupart du temps, les gens ne réfléchissent pas, ils disent non, quoi. Si c'est pas du conditionnement, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux être sûr d'un truc sans trop creuser? Et en fait, plus on creuse, en fait, moi, en tout cas, le sentiment que j'en ai, c'est que l'utopie, c'est de croire qu'un système marchand va pouvoir durer encore 200 ans. Ça, c'est très, très... là, on rêve, là. Ouais, là, c'est du mauvais rêve, mais non, le système marchand, il est trop contraignant à tous les niveaux, quoi. Donc, maintenant, je pense que l'utopie doit changer de camp. Bonjour, bienvenue dans Tinker Jaune. C'est la chaîne YouTube de deux Gilets jaunes de Belgique. On est encore très heureux de vous retrouver. Nous sommes toujours désireux d'inviter des militants, des experts, des témoins du monde pour essayer de le comprendre, pour essayer de partager avec un maximum de personnes et faire avancer le débat démocratique. Donc merci encore de nous rejoindre. On a l'habitude d'inviter plutôt, comme on vous disait, des experts, des témoins, pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est. Mais il est très utile aussi de temps en temps d'avoir un peu de prospective et d'imaginer le monde tel qu'il pourrait être, tel que nous on voudrait qu'il soit. Et donc c'est ce que Massica a entrepris depuis maintenant plus de 10 ans, je crois. Oui. Et donc un grand merci de Jean-Philippe, puisque tu nous viens de France, d'assez loin, donc merci de ta visite. Merci de ton invitation. Est-ce que tu aurais quelques mots pour te présenter personnellement ? Je suis thérapeute, kiné ostéopathe, et j'ai effectivement lancé l'idée d'un monde sans argent. Enfin, je préfère préciser que c'est la mise en place d'un modèle non marchand. Parce que quand on dit monde sans argent, les gens pensent qu'on va simplement retirer l'argent et qu'on dit tiens, ça va bien se passer, alors que c'est pas du tout ça. C'est la mise en place d'un modèle avec des nouveaux principes d'organisation, de gestion, où on va bien mesurer les ressources, la distribution, l'activité humaine et l'impact qu'on aura sur notre environnement. Mais à part que l'unité de mesure, ça ne sera pas le yuan, le dollar ou l'euro, parce qu'on va utiliser les unités de mesure fondamentales, les tonnes, les kilowatts, les kilomètres, etc. Parce que la mécanique interne, et nous c'est pour ça, c'est le point de changement absolument de tous les problèmes qu'on est en train de vivre, c'est que la mécanique interne ne sera pas marchande. Donc, en conséquence, il n'y aura pas d'argent. Mais il y a bien un système d'organisation, de gestion, des principes de base quand même. Voilà, on ne va pas se lâcher dans la nature comme ça. On va en parler plus en détail. On va y revenir plus tard. Notre première question rituelle, c'est, nous sommes des Gilets jaunes. Quelle a été ton expérience, ton approche du mouvement, ce que tu en as à en dire? Les Gilets jaunes, forcément, j'ai regardé ça avec un grand intérêt, parce que je suis quelqu'un qui suis très habité par le changement de société. C'est quelque chose qui me préoccupe et qui devrait, je pense, préoccuper tout le monde, parce que je pense que tout le monde, sans exception, sait qu'on va dans le mur socialement, écologiquement, économiquement. Enfin, il y a une trajectoire qui est absolument désastreuse. Et j'ai pas participé. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que avant l'apparition des Gilets jaunes, ce qui m'a poussé à créer le Mossica, c'est justement parce que le constat que j'ai fait en France, c'est que les outils habituels pour essayer de créer le changement, comme voter, manifester ou signer des pétitions, ne créent pas de changement. Donc en fait, il y a une sorte de frustration qui m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Donc c'est vraiment parti de ça. Les élections, si on veut être tout à fait honnête, si on n'était pas au courant par les médias qu'on a un nouveau président, personne ne le ressentirait. Il n'y a pas de changement dans notre vie, il n'y a pas de changement de trajectoire. Les manifestations, c'est presque un sport national en France. Je veux dire, le nombre de manifestations qu'on voit, et c'est exactement la même chose après qu'avant. Des fois, on obtient des petites miettes, mais on a quelque chose qui est un petit peu... qui est vraiment frustrant pour l'énergie qu'on peut mettre là-dedans. Et il y avait, avant les Gilets jaunes, quelque chose qui s'est passé que je trouvais assez intéressant, c'était en 2016. Il y a eu des manifestations par rapport à la loi travail. Et déjà, à ce moment-là, je me disais, encore une manifestation, on va laisser passer le cortège, et puis voilà, demain, ça sera comme hier, quoi.
Et puis en fait, certains d'autres avaient cette même frustration. Parce qu'en fait, il y en a qui disent non, écoutez les gars, si on rentre ce soir chez nous, c'est mort. Et donc là est apparu les nuits debout. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer chez nous parce que sinon, c'est encore la même rengaine. Et donc, il y avait déjà quelque chose de plus élaboré pendant les nuits debout, surtout que les nuits debout, alors ça a quand même pris pas mal d'ampleur, hein, ça avait quand même un certain succès, et qu'il y avait déjà des ébauches, des embryons un peu d'autogestion, arrêtons de laisser notre avenir aux mains de tout petits décideurs. Je crois qu'on a beaucoup développé la parole entre citoyens, c'est ça? Ouais, il y a eu quelque chose qui était vraiment assez chouette. Et après, les gilets jaunes... franchement, j'ai trouvé ça remarquable en termes de manifestation. C'est pour moi la plus aboutie que j'ai eue à ma connaissance. Aboutie pourquoi? Parce que déjà, elle était très bien coordonnée dans le côté pacifique. Et ça, c'était vraiment très important. Je me souviens, parce que je voyais sur les réseaux sociaux, surtout on reste calme, on reste vraiment, il faut que ce soit vraiment quelque chose plutôt de plus de fraternel que d'être dans la confrontation, quoi. Donc, premier bon point avec ça, ça a duré longtemps. Vous avez réussi à avoir un avis positif du public, ce qui est exceptionnel, parce que soit, globalement, les manifestations, on n'en a un peu rien à faire, honnêtement, soit, au contraire, le public va déplorer certaines manifestations. La SNCF n'est pas vue très positivement quand ils vont faire des grèves, par exemple, mais celle-là, c'est vrai que vous avez eu quand même le soutien du public pendant très longtemps, de manière très organisée, et ça, c'était... Et puis le coup du gilet jaune, je ne sais pas qui l'a trouvé, mais ça, c'était vraiment extraordinaire, parce qu'on en a tous un, et que c'était un truc vraiment remarquable. Franchement, c'était vraiment extraordinaire à voir. Et ça restait toujours, à la fin, je me dis, j'espère que qu'on comprendra que peut-être qu'il faut... il y a une énergie, mais peut-être aller sur un autre angle d'attaque que d'aller dans la rue, parce que c'est très facile, il suffit d'attendre que ça s'essouffle. Attendez, on est en pourparlers, attendez, on est en train de discuter, on vous a entendu. Puis au bout d'un moment, l'énergie, c'est normal, à un moment elle va retomber. Mais en tout cas, c'était un mouvement qui restera historique. Ouais. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur. Alors, donc tu as créé l'association Mosika il y a déjà longtemps. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer quel a été le constat et la genèse de cette association? Alors, peut-être déjà préciser ce que signifie Mosika. En fait, donc c'est l'acronyme imparfait de Mouvement pour une civilisation consciente et autonome, qui est parti. Alors, quand on pose la question, je suis toujours un peu embêté parce que j'ai pas eu un seul déclencheur qui m'a amené à faire ça. C'est déjà un constat. Ce que je disais juste avant, c'est que voter, manifester, signer des pétitions, ce qu'on fait depuis très longtemps, ne fonctionne pas. C'est comme si on pouvait changer de place dans un wagon, mais qu'on prenait toujours le même train dans la même direction. Donc, je me visualisais presque comme si l'humanité était prise dans un incendie et que la porte où normalement tout le monde sort, elle est verrouillée. Donc on essaye, la fenêtre, non, elle est verrouillée. Donc quel autre chemin? C'était un peu l'histoire de mettre totalement à plat quelle sortie nous pourrions faire actuellement. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est déconnant, c'est qu'on peut loger tout le monde, qu'on peut nourrir tout le monde. Normalement, tout le monde devrait être hyper serein. T'imagines? Et pourtant, il y a un stress, on est en train de dégrader l'environnement à une vitesse qui est absolument phénoménale, les inégalités qui partent en flèche, il y a toutes les dérives qu'on peut voir en fait qu'il y a actuellement sur les marchés noirs, les marchés sordides, les vendeurs d'armes. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui disent c'est quand même totalement déconnant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Et comme dans toute chose, j'invente rien, c'est que pour régler un problème, il faut toujours traiter la conséquence. Donc il y avait un peu tout ça qui se chamboulait à un moment dans ma tête. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'humanité pourrait faire pour créer un changement digne de ce nom, un vrai changement, quelque chose qui change? Et je t'invite à faire un moment l'exercice, d'essayer de mettre de côté ce qu'on fait habituellement. Il n'y a pas 36 000 choses, mais il y en a une qui est totalement à notre portée, c'est un moment de ne plus jeter les moyens de paiement. Je me dis, ok, c'est totalement fou, mais en même temps, c'est peut-être ça dont on a besoin. C'est comme je disais, un peu dans l'exemple je veux dire, personne ne saute de la fenêtre de son deuxième étage pour pouvoir aller au travail. Mais pourtant, si tu es pris dans un incendie qu'il faut le faire, il faut le faire. Et certainement que tout ce qui ne fonctionne pas, on doit arrêter de le répéter. Einstein, il disait que la folie, c'est de toujours réessayer la même chose et d'attendre un résultat différent.
Et donc je me dis, non, jeter les moyens de paiement, peut-être justement, ce critère justement que c'est très particulier, c'est peut-être ça qu'on doit chercher. On doit chercher, à mon avis, de toute façon, si on veut un changement, ça va être, à mon avis, quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est pas dans la logique qu'on habituelle. Il faut vraiment chercher quelque chose d'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si on jetait les moyens de paiement? Eh ben, il se passerait qu'en fait, quasiment 95% des problèmes, on ne les aurait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de budget, on n'a pas de problème de retraite, il n'y a pas de loyer à payer, il n'y a pas de maison à rembourser, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'obsolescence programmée, ça ne servirait strictement à rien d'en faire. Enfin, et qu'est-ce qui nous resterait? Bah, absolument tout le meilleur. C'est-à-dire qu'il nous resterait la faune, il nous resterait la flore, les connaissances on les a, les outils on les a, les maisons on les a, tout ça on ne va pas les perdre, c'est pas du tout un retour à la préhistoire, c'est-à-dire qu'on garde absolument tout ce qu'on a acquis en termes de connaissances et on se débarrasse de 99% de ce qui nous pose problème. Là, on a une porte de sortie, mais ça ne veut pas signifier encore à ce moment-là qu'il ne faudrait pas remettre de l'argent, mais partir sur des bonnes bases. Est-ce qu'on remet le compteur à zéro et qu'on repart sur un bon système marchand ou pas? Ça m'a demandé beaucoup plus de réflexion, à savoir, est-ce que en fait l'argent est un problème ou pas? Donc en fait, c'est l'histoire un petit peu du paradigme. C'est est-ce qu'on doit rester dans le paradigme marchand ou sortir du paradigme? Et c'est extrêmement important parce que la plupart des changements qui sont les plus déterminants dans notre vie, c'est justement de sortir du paradigme. Je prends un exemple. Une femme est avec un homme, le couple se passe mal. Dans certains cas, il faut réparer le couple. Ils sont faits l'un pour l'autre, mais il y a peut-être un problème de communication. Mais si l'homme, il est toxique, s'il est violent, là, il ne faut pas essayer de le réparer, d'essayer de le transformer en prince charmant, il faut essayer de sortir du paradigme. Donc le paradigme n'est pas bon. Donc il fallait réussir à déterminer est-ce que l'argent est un problème ou est-ce que l'argent n'est pas un problème. Et en fait, lorsqu'on creuse l'argent, j'ai découvert quelque chose, c'est déjà qu'il y a une pensée qu'on a tous, mais qui est certainement l'erreur d'analyse la plus grave de notre histoire, c'est que l'argent, c'est qu'un outil, il suffit de bien l'utiliser. Moi, j'ai cru ça jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et on a ce sentiment-là, on peut tellement faire de choses avec l'argent quand on y pense. On peut faire un revenu universel de base. On peut, je sais pas, prendre un peu plus aux riches, on peut distribuer, on peut faire des budgets, il y a plein de choses à faire. Mais il y a toute une catégorie qui est totalement dans l'ombre, la plupart des gens n'y pensent absolument jamais, de choses qu'on ne peut absolument pas éviter. On ne peut pas éviter, on ne peut pas contourner, ça a toujours été là depuis le premier jour où l'argent a été créé. Je vous donne des exemples, on va peut-être pas aller trop dans le détail là, mais par exemple, une entreprise, dans tous les systèmes marchands qu'on puisse imaginer, quel que soit le type de monnaie, les caractéristiques de cette monnaie, ce qu'on fait de cette monnaie-là, une entreprise devra vendre, sinon elle va s'effondrer. Un pays devra vendre, sinon il va s'effondrer. Le système marchand, il est toujours en train de faire consommer. C'est déjà une contrainte qui est énorme au niveau écologique, c'est la pire des contraintes. Parce que au niveau écologique, si on pouvait résumer en un seul mot ce qu'on doit faire, c'est ralentir la consommation. Parce que si on ralentit la consommation, on ralentit l'épuisement des ressources. On ralentit la pollution liée à la transformation des ressources, au transport des ressources. Et on réduit aussi les déchets. En 2025, je crois qu'il y a eu 6,9 milliards de tonnes de plastique. Sur les 6,9 milliards de tonnes de plastique, il n'y en a que 9% qui sont recyclés. Enfin, je dis 2025, non, c'était en 2023. 9% sont recyclés. Il y en a 11% qui sont incinérés, 79% qui sont éparpillés dans les décharges à la nature. D'accord ? On n'est pas du tout en train de recycler, on n'est pas dans un système qui tourne comme ça. Donc le système marchand, il est absolument obligatoire. Donc l'épuisement des ressources est obligatoire. Donc ce qu'on est en train de vivre, on peut mettre n'importe quel politicien, il fera toujours en sorte, même le plus écologiste, il n'y a aucun parti politique écologique au monde qui propose d'interdire les publicités. Parce que si on interdit les publicités, on fait perdre l'économie, on fait perdre des emplois de la publicité. Tous les médias qui vivent de la publicité ne peuvent pas. Donc on voit bien qu'en fait le système marchand, et ce n'est pas le capitalisme en soi, c'est le système marchand, nous apporte des contraintes qu'on ne peut absolument pas du tout éviter. Donc là je donne qu'une contrainte mécanique, mais il y en a d'autres, la guerre commerciale, qui est absolument catastrophique, elle dessine le monde, la guerre commerciale. La guerre commerciale, beaucoup vont dire, ça c'est le discours des capitalistes, de dire non, ça stimule l'innovation. Alors le truc c'est que déjà en termes d'innovation, on en a bien plus que ce qu'on en a besoin pour pouvoir assurer nos bases, mais ça ne fait pas que stimuler l'innovation, encore je ne suis pas certain que ça la stimule tant que ça, c'est que pour avoir le prix le plus compétitif,
on doit avoir recours à des produits qui sont de moins bonne qualité. On doit mettre la pression sur les ouvriers. Si possible, moins d'ouvriers, les salaires les plus bas possibles, augmenter la productivité en permanence. Et puis, quand vous faites ça, l'autre, pour ne pas pouvoir couler, il est obligé de répondre. Et il va augmenter un peu plus la pression, il va augmenter un peu moins d'effectifs, un peu plus de salaire, un peu plus de machines, et on va délocaliser parce que c'est moins cher ailleurs. Et donc en fait, la guerre commerciale dessine, à mon avis, bien plus qu'on est en train de vivre que l'humain lui-même. On ne peut pas maîtriser la guerre commerciale. Il y en a un qui fait ça, l'autre il doit faire plus. Et c'est une des contraintes mécaniques, certainement une des plus catastrophiques, parce qu'elle monte en puissance. Et c'est pour ça qu'on voit toutes les courbes où on augmente la productivité, qui s'accélère, la distribution, Amazon, tout ça va augmenter, mais les salaires ne bougent pas. Voilà. On va avoir toujours ce schéma-là. Donc voilà, des contraintes mécaniques, il y en a au moins une dizaine, et quand on les prend et qu'on les met à plat, qu'on les regarde, la chose est claire, c'est que selon mon point de vue, c'est qu'il faut sortir du système marchand et trouver autre chose qui va y avoir derrière. Donc voilà, c'est un peu tout ce cheminement-là qui m'a abouti à aller vers cette réflexion. Et donc à ce moment-là, comment fonctionne un système marchand? Et c'est là où j'ai commencé à savoir est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a des abus, tout ça. Donc tu as effectivement poussé la réflexion assez loin. Tu as défini donc déjà l'objectif, mais aussi une méthode pour y arriver. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc ce qu'on a, je dis on parce que maintenant il y a toute une équipe, mais le plan d'action qui s'appelle le Grand Projet propose de pouvoir y accéder en 3 étapes. La première, c'est celle du rassemblement, donc qui est la plus simple possible, c'est celle de venir s'inscrire. Cette inscription signifie que vous êtes prêt à basculer dans un monde non marchand. On ne va pas le faire maintenant, mais que par contre que vous êtes prêt à aller dans ce monde-là, donc vivre en participant à la société gratuitement, en partageant les ressources, en partageant les efforts. Donc le but juste d'avoir un rassemblement, mais qui atteigne au moins une majorité de la population. Pourquoi? Pour des raisons simplement démocratiques. Et pour aussi que ça se passe bien, il faut bien sûr qu'il y ait une belle majorité. Sur quel territoire? Là, les gens me posent la question. Un territoire qui est suffisamment vaste pour pouvoir permettre cette société non marchande, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de ressources pour pouvoir accéder à tous nos besoins de base. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est celle de la préparation, c'est-à-dire que si on atteint 50%, et on espère bien plus, 60, peut-être 70%, on n'aura pas tout le monde, mais au moins une très très belle majorité, on ne va pas basculer immédiatement dans un système qui est de nature non marchande, on va faire une étape de préparation. Donc l'étape de préparation, c'est déterminer ensemble, à travers des assemblées locales, dans toutes les communes, sur l'assemblée, qui fait quoi. Le principe d'organisation est simple, c'est que chacun va dans le secteur d'activité de son choix, et chaque secteur assure gratuitement son rôle pour les autres. Donc tous ceux qui veulent participer au pôle alimentation, le but du jeu, c'est de nourrir gratuitement les autres. C'est extrêmement simple, avec la meilleure nourriture possible. Tous ceux qui sont dans le soin, la médecine, c'est soigner les autres gratuitement. Tous ceux qui sont dans la réparation, vous comprenez, voilà, juste de faire comme ça. Il y a une question qui se pose tout le temps, c'est oui, mais il y a bien des secteurs où personne n'aura envie de faire. Oui. Mais au lieu de mettre de contraintes toujours les mêmes personnes à faire le sale boulot là, si on le partage, est-ce que ça devient difficile? Est-ce que ça devient compliqué? Si on devait tous nettoyer les rues de notre commune, on le ferait peut-être qu'une fois par an. Donc voilà, partage des efforts. Donc l'étape 2, c'est toute cette préparation-là. Et lorsqu'on est prêt, quand on est prêt, sérénité, on a le jour de la bascule et on va le faire tous ensemble en même temps. Ce qu'on propose, mais après, c'est pareil, c'est des modalités qu'on verra pendant l'étape 2, c'est que peut-être qu'on va d'abord continuer ce qu'on est habitué à faire, ce qu'on fait aujourd'hui, et qu'après les choses se mettent tout doucement en place. Voilà. Parce qu'on ne va pas refaire des reconversions professionnelles du jour au lendemain, il y a peut-être des choses comme ça. Donc étape 1, rassemblement, étape 2, préparation, étape 3, bascule. Donc ça pourrait ressembler en termes de schéma un peu au Brexit. C'est-à-dire que le Brexit, quand il y a eu le référendum, donc la majorité qui a souhaité le faire, ils n'ont pas basculé dans la sortie de l'Europe, ça a mis 3 ans, 4 ans pour pouvoir le faire. Donc c'est un peu ce schéma-là. Parce que généralement, ce qu'on se dit, ce que moi je m'étais dit à la base, c'est est-ce qu'on ne devrait pas commencer par faire d'abord un village où tout est gratuit?
Mais le problème, c'est que dans un système marchand, c'est pas possible. Parce que vous devez payer l'électricité, vous ne pouvez pas le faire vous-même, les vêtements, vous n'allez pas le faire vous-même, vous allez encore payer des locaux, etc. Donc, c'est pour ça que le grand projet s'est dessiné avec ces 3 étapes-là, organisation, enfin, rassemblement, préparation et bascule. Mais pendant la première étape, celle de préparation, on n'est pas là juste en train d'attendre, c'est qu'on peut déjà créer des réseaux de gratuité et qui sont en train de se faire. On a pas mal de nos membres, pas mal de nos assemblées qui font des places de partage pour sensibiliser. C'est une journée où tout est gratuit. Vous avez des vêtements gratuits, vous avez des livres qui sont gratuits, de la réparation de vélos, d'objets qui sont gratuits. On peut avoir même du soin, du maquillage qui vont être gratuits. En profiter pour faire des conférences, en profiter pour faire des tables rondes, des réflexions, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens rêvent de ce monde-là, hein, parce qu'un monde où on n'a plus de factures, on n'a plus de problèmes de budget, et tout ça, c'est bien sûr que ça fait rêver tout le monde, mais du coup ça questionne tout le monde, ça inquiète un peu, mais plus vous allez en parler, plus vous verrez qu'en fait il y a des solutions absolument à tout. Donc on peut créer déjà des réseaux de soins gratuits. On peut déjà faire des coupes de cheveux gratuites. Donc voilà, préparez-vous dès maintenant, c'est pas juste inscrivez-vous. Si vous avez du temps, commencez avec vos voisins. Vous pouvez mettre un petit mot dans leur boîte aux lettres en disant, bah voilà, je sais réparer tel objet, si vous avez besoin de moi, je fais partie de l'association Mosica, moyen de nous faire connaître, moyen de créer du réseau local, moyen d'être encore plus près au jour de la bascule, en fait, en faisant comme ça. Donc il y a aussi bien sûr création de vidéos, création de livres, création d'articles, voilà. Donc l'étape 1, il y a beaucoup de travail à faire, qu'on demande aux membres de pouvoir faire, bien sûr, pour essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Mais de toute façon, on voit déjà cet essor-là, il y a plein de mouvements qui vont dans ce sens-là. Il y a une application qui s'appelle give.com, geev.com, il y a donon.org, il y a plein de réseaux de gratuité, on voit que c'est dans En Belgique, dans beaucoup de communes, il y a le SEL, le système d'échange local, qui se développe aussi. Mais en France aussi, ça existe. Mais on est le sel, on n'est pas loin parce qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est un système d'échange. Qui dit échange dit un moment. Il y a quand même une unité monétaire. Oui, puis en fait le problème c'est il y a cette rumeur qui est un véritable mythe que l'argent a été créé pour faciliter les échanges. Alors qu'historiquement, ça n'a jamais été le cas. Les sociétés du troc n'ont jamais simplement existé, parce que c'est pas possible de fonctionner dans un système de troc. Parce qu'il faut une double coïncidence des besoins. Il faut que... moi je prends toujours l'exemple, le dentiste ne va pas soigner une dent ou le boulanger à chaque fois qu'il veut du pain. Enfin voilà, donc les systèmes du troc n'ont jamais existé. Hein, l'argent à la base, ça a été créé pour rémunérer des armées. Il y avait cette complexité, donc on est en 600 avant Jésus-Christ, on est en Lydie, qui est donc dans la Mésopotamie, c'est-à-dire la Turquie actuellement, et puis il y avait une complexité par rapport aux armées. Parce que à l'époque, si on voulait faire la guerre, il fallait réquisitionner de force des agriculteurs, par exemple, qui n'étaient pas du tout préparés au combat. Alors qu'avec le système marchand, non seulement on pouvait payer à temps plein des soldats, ces soldats-là, il fallait aussi les équiper. Donc il y avait toute cette difficulté par rapport à l'armée. Et si jamais il y avait des soldats qui devaient défendre une zone qui était loin de la capitale, comment les nourrir ? On pouvait pas, ils n'avaient pas le temps de cultiver, de faire pousser des champs. Ils ne pouvaient pas faire des allers-retours en calèche de nourriture de la capitale jusqu'à la zone à défendre. Donc ils étaient obligés de piller les propres villageois qui étaient autour d'eux. Donc il y avait toute cette complexité-là qui a fait qu'à un moment il fallait en fait créer des marchés, c'est-à-dire que les premiers dirigeants de l'époque, et c'est pour ça qu'il y a toujours l'effigie d'un roi sur les pièces de monnaie antiques, ils devaient créer des pièces-là et leur dire, ils comprenaient absolument pas, mon avis, le délire, vous allez vendre contre ça ce que vous faites. Et au lieu qu'on vienne vous piller, on va vous prendre une petite partie de ce que vous allez gagner et on va payer les soldats. Et donc en fait, les soldats sont les premiers agents du gouvernementaux en fait. Hein. Et c'est pour ça que le mot solde, qu'on entend d'aller faire les soldes, ou solde de tout compte, ça vient de soldat. Donc l'argent à la base, c'est pour ça qu'on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre,
c'est que l'argent est d'abord quelque chose de totalement guerrier. Après, ça a été récupéré par les marchands, parce qu'ils vivaient quand même avec des formes d'échange. C'est pas un village où tout le monde troquait, mais par rapport à des régions qui étaient un peu distantes, il y avait une région qui avait peut-être du calcaire, l'autre qui avait peut-être du bois, et il fallait comme des systèmes d'échange où on y retrouve chacun son compte. Et donc, avant la création de l'argent, il y avait comme des systèmes de dettes. On appelait ça des dettes, mais c'est un système de comptabilité en disant quand vous aurez du bois, vous nous apportez du bois, puis nous on vous apportera des poteries parce que nous on en a. Ce qu'on pourra refaire dans un système de nature non marchande, parce qu'il y aura bien sûr des échanges de ressources, mais c'est un système d'accord entre régions, parce qu'on est interdépendants, hein, la France, la Belgique n'est pas dépendante en tout ce qui est ressources, en minerais et ainsi de suite. Donc à l'époque, j'en reviens dans le passé, ils avaient largement avant la création de la monnaie, du système où ils arrivaient à s'organiser, et ils s'organisaient très très bien à l'époque, alors qu'ils n'avaient même pas des systèmes de comptabilité, les ordinateurs, les logiciels d'aujourd'hui, ils arrivaient déjà à le faire, mais à un moment, ils avaient besoin de ce système monétaire pour pouvoir payer des mercenaires, pour pouvoir les former à temps plein, et de là, l'argent a été créé, et après, c'était pratique pour les commerçants, donc ils ont commencé à faire ça, et encore, la raison pour laquelle l'argent s'est installé partout sur le globe, ce n'est pas du tout parce qu'on est passé du chasseur-cueilleur au néolithique, c'est-à-dire en s'installant, en maîtrisant la culture, en maîtrisant l'élevage. L'argent a été instauré dans le monde par les colonisations des grandes puissances européennes. C'est-à-dire qu'à la base, quand l'Europe a commencé à coloniser le monde, il a colonisé à peu près ou exercé une forte influence dans tous les pays du monde d'aujourd'hui, sauf 5. À savoir le Libéria, le Japon, les 2 Corées et la Thaïlande. Mais sinon, l'Europe a quasiment colonisé la terre entière. Et donc, ils n'ont pas que colonisé les langues, c'est pour ça que l'Amérique latine parle portugais ou espagnol, ils n'ont pas que colonisé la religion ou le catholicisme, ils ont aussi colonisé l'argent. Et donc l'argent est quelque chose qui a été instauré de force dans quasiment tout le monde entier. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que l'argent a été quelque chose de naturel qui a poussé un peu partout parce qu'il y avait un besoin d'échange. En fait, c'est totalement faux. Oui, il y a beaucoup de récits actuellement qu'on nous impose comme naturel. Effectivement, c'est pas... Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui viennent à l'esprit. Hein. Donc par exemple, pourquoi est-ce qu'on irait travailler alors qu'on n'en a pas de salaire au bout, par exemple? Très très bonne question, mais tu ne pourras jamais trouver un seul exemple ou une seule expérience sociale qui montrerait qu'on ne travaillerait pas s'il n'y avait pas de salaire. Parce que déjà, c'est impossible. Je pense qu'on a tous regardé Koh-Lanta, tu mets n'importe qui dans une zone où il n'y a pas de salaire, il y a une organisation immédiate qui se fait. On a déjà ça. Mais ensuite, il y a des études. Il y a une étude qui a été menée à Göteborg, en Suède, sur 288 grands gagnants du loto, je crois, et en fait, 88% continuent leur job. Alors qu'ils ne pourraient absolument pas travailler, les générations qui suivent. Et en fait, ça s'explique bien. Il y a une autre étude qui a été menée, qui est hyper récente, de 2023, par le American Psychology Health, je crois, qui a sur 6000 personnes, et ils ont démontré que lorsqu'on a 7 heures de repos dans la journée, on est moins productif, moins heureux et plus stressé que si on a 3h30 de repos. Parce qu'on a, en fait, si on a un temps totalement infini de liberté, en fait, ça peut même nous amener de la déprime. En fait, on a besoin d'être en activité, toutes les études le prouvent. On a besoin d'être utile aux autres. C'est très compliqué de se dire je ne sers à rien. En fait, l'argent, c'est une partie du salaire. Il y a aussi la reconnaissance, enfin le sentiment d'être utile, donc la reconnaissance sociétale, et la reconnaissance des pairs, donc la fierté des collègues, de l'entourage. Donc effectivement, l'argent n'est qu'une partie donc on se reposerait que sur les deux autres, alors, c'est ça? Ouais, mais en fait,
si vous parlez à quelqu'un qui est d'origine paysanne, il est très fier d'être paysan. Quelqu'un qui est d'origine ouvrier est très fier d'être ouvrier. Enfin, tout le monde est quasiment fier de son milieu. En fait, je ne sais pas si c'est notre système marchand qui a essayé de vous faire croire que... Il me semble qu'on a beaucoup détruit ça parce qu'on nous a convaincus qu'on était dans un marché libre du travail et que donc les salariés pouvaient choisir leur employeur comme ils voulaient et que donc s'il y a un emploi qui n'est pas assez intéressant, comme si on avait le choix, on pouvait changer. Et donc on nous a mis ça dans le crâne et je crois qu'effectivement on a en tout cas beaucoup perdu le sens de notre activité professionnelle, pas tout le monde bien sûr, mais je crois qu'effectivement on a beaucoup corrompu les esprits avec ça. Je sais pas si... Ouais, je te rejoins Marcos, et puis il y a les bullshit jobs, il y a une vraie crise du sens au travail. Hein. Il y avait la grande démission qui avait lieu aux États-Unis où tout le monde préférait ne pas travailler et vivre des minima sociaux plutôt qu'être dans une entreprise, à être un tout petit rouage dans une entreprise qui n'a pas de sens pour lui. C'est compliqué pour l'humain. J'ai une de mes patientes là qui est... Ça, tu fais allusion, ça a été en 2000-2001 aux États-Unis, c'est ça 2020-2021, pardon. Oui, après le Covid. Il y a eu ça, mais en France on le voit aussi. Ce que j'allais dire, en fait, j'ai une RH qui me disait que aujourd'hui, alors qu'avant on cherchait le CDI, c'était le Graal, le CDI, en fait non, ils veulent travailler 6 mois, beaucoup, pour pouvoir toucher le chômage et être au repos. Mais ce monde-là ne les fait pas rêver. Parce que le but d'une entreprise, c'est même plus un produit. Le but d'une entreprise, c'est de faire du chiffre. Donc en fait, on déshumanise, on déspiritualise en fait tout ce qui peut être intéressant. Attention, tu as fait tes chiffres, et puis tous les mois, rendre un compte-rendu à son N+1 pour savoir si en fait tu as bien fait ton quota de chiffres, ça devient quelque chose qui n'a pas de sens en fait. Si on basculait dans un monde non marchand, forcément, s'il nous manque quelque chose, on se dirait, tiens, mais on a besoin de cette profession-là, on a besoin de cette activité-là. Elle a obligatoirement du sens. Celui qui l'a fait sait à quel point ça répond à des besoins. Que ce soit même du travail de nettoyage ou n'importe quoi. On sait que ça apporte quelque chose. Moi, je me souviens, une de mes premières conférences, c'était à Nantes. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, on a plein d'exemples dans notre quotidien, mais celle qui avait organisé ça, elle s'appelait Véronique, je me souviens, elle disait, écoutez, à la fin, on était 3 conférenciers, il y avait Stéphane Bernard de Civilisation sans argent, il y avait Marc Chinal de VTM, et puis moi-même, et puis donc tout était autour du monde sans argent, puis elle disait à la fin, si vous pouvez rester pour nous aider à débarrasser les tables et les chaises. Je me dis, tiens, intéressant. C'est chiant, c'est pas payé, c'est en fin de journée, ils sont tapés 3 heures de conversation, on va voir combien il en reste. Mais il y a un bon tiers qui est resté, quoi. C'est bien plus que ce dont on avait besoin. En fait, des personnes qui ont une haute maturité sociale, il y en a plein, mais ils sont extrêmement silencieux. Ce que j'appelle une haute maturité sociale, c'est qu'ils savent ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une carotte ou un bâton, l'amende et le salaire pour savoir ce qu'il faut faire pour que la société marche bien. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour que la société marche bien. Oui, là c'est peut-être une autre dimension du projet. Il ne s'agit pas simplement de changer l'argent, il s'agit de changer les gens. Moi je définis toujours la politique comme changer, donc la politique ça concerne l'organisation sociale seulement, hein. Ce qu'on fait à la maison, ça regarde personne d'autre. Et donc c'est de mettre en place un système qui favorise certaines valeurs. Donc si on veut que les hommes soient plus solidaires, on met quelques systèmes en vue. Si on veut que les gens les plus valorisés sont ceux qui gagnent le plus d'argent, on aura des gens qui seront tous plus individualistes. Mais donc c'est aussi là que ça se joue évidemment. Oui. Parce que se pose aussi la question de la nature de l'homme. Est-ce que l'homme est naturellement individualiste ou au contraire social ? Je pense qu'on a les deux dimensions en fait. Et le problème c'est de penser qu'il y a un ou. Est-ce qu'on est ou individualiste ou social ? Non, on ne peut pas réfléchir sa vie en s'oubliant soi-même tout le temps. Et on ne peut pas vivre bien en société en étant tout seul non plus. C'est-à-dire qu'on a énormément besoin des autres, du regard qu'on renvoie des autres.
Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et déterminant dans un monde sans argent, parce que tu n'es pas au chômage. Si tu fais rien alors que tu as toutes les capacités physiques à pouvoir participer, il faut assumer, au regard de tout le monde, hein, ils sauront que tu as fait le choix d'être quand même habillé par les autres, d'être quand même nourri par les autres et de ne rien faire. C'est très très compliqué. C'est vraiment... parce que voilà, on a une image de soi, on a un minimum d'ego et qu'on veut, non, ne pas être... de donner cette image-là. Mais par rapport à la nature, enfin... Je pense que Nelson Mandela, il disait si on peut avec les enfants, si on peut les apprendre à aimer, on peut les apprendre à détester. Moi, je pense que on voit qu'il y a une dégradation de l'humeur, une dégradation de la politesse, une dégradation de la sérénité socialement, un peu partout. On se rend compte que les mots volent haut plus facilement, à peu près partout, que ce soit dans la rue, en voiture, dans le travail, ça tout le monde en parle. Mais pourtant, par rapport aux années 80-90, on est les mêmes. C'est que le contexte qui a changé. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte nous rend agressifs quand même. Sur ce petit ras-le-bas, cette pression financière, parce que 90% des gens ont une inquiétude avec l'argent. 90%, c'est peut-être un minimum. La cause numéro 1 des disputes dans les couples, c'est l'argent. Oui, j'avais parlé des divorces aussi. Ouais, des divorces, les familles qui se déchirent pendant les héritages. Enfin, j'ai une de mes patientes qui est notaire, qui s'occupe, elle, de tout ce qui est héritage. Elle ne supporte plus son métier, elle va arrêter. Elle m'a dit, je ne supporte pas. Elle me dit, c'est horrible. Les familles qui se déchirent, c'est tout ça pour l'argent. Mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui me disait, mais moi, l'argent, j'en ai rien à faire. Je fais, bon, vous recevez une contravention de 500 € d'impayé comme ça vous fait rien. Je vois l'angoisse comme ça. C'est pas une question que... Oui, l'argent, c'est pas une finalité, mais ça nous angoisse, bien sûr que l'argent. Je veux dire, après la mort, qu'est-ce qu'il y a peut-être de plus angoissant que la misère ? Je veux dire, c'est quand même hyper flippant. En sachant que voilà, dans toutes les entreprises, on a toujours une épée Damoclès, que tu es coiffeur, tu as une épée Damoclès, il faut qu'il y ait des clients qui viennent. Puis il y en a 2-3 qui viennent s'installer dans la région, comment ça va faire ? Et ça, on va tourner en rond. Tant qu'on ne sera pas sorti, comment on peut ne pas tourner en rond avec ça ? Ça a toujours été là. Et c'est mécaniquement, ça fait partie des contraintes mécaniques, la guerre commerciale elle est là, tout le monde doit essayer de vendre, tout le monde doit essayer de battre les concurrents, et on va continuer à tourner en rond. Donc l'individualisme, déjà non seulement il est provoqué par le système, parce qu'on dit que la guerre commerciale c'est normal. Ah ben c'est normal, j'ai écrasé mon concurrent, c'est très bien, il n'a plus de clients, et voilà, j'ai le monopole dans la ville, c'est très bien. Non, oui, on valorise la guerre commerciale, on valorise l'individualisme, mais pas l'humain en général. Le système marchand suffit à lui-même de faire ça. Et il y a des études qui sont hyper intéressantes, parce qu'on a creusé, on continue à creuser tout ce qui peut se faire sur l'impact de l'argent sur la société, l'écologie et le comportement. Et il y a des études qui ont été... je vous invite à regarder Paul Pif, comme Pif, le nez avec 2 F, que vous trouverez sur YouTube. En fait, c'est des personnes qui étudient l'impact de l'argent sur le comportement humain. Et c'est effarant de voir que tu vas prendre deux catégories de personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Tu as un groupe où tu vas leur faire toucher de l'argent pendant un exercice en disant comptez combien il y a de billets de banque, puis l'autre comptez combien il y a d'allumettes, et après tu les mets dans des expériences sociales où tu vois qu'en fait ceux qui ont simplement touché de l'argent, ils aident moins. Ils aident beaucoup moins en fait les autres. En caméra cachée, tu peux voir les vidéos là sur internet. C'est effarant l'impact que l'argent a sur nous. Et je veux dire, les conclusions, c'est des scientifiques qui ne sont pas politisés gauche-droite, ils s'en foutent, ils sont là pour dire des conclusions. Il n'y a rien de positif sur l'impact que ça a sur nous. C'est plus d'individualisme, moins d'empathie, perte des valeurs éthiques, perte des valeurs morales. Ils peuvent répéter les tests, cet impact-là sur nous. Et là encore, c'est pour ça que je dis, quand on pense qu'il y a un bon système monétaire, rien que pour ce plan-là, comment on peut imaginer qu'il y en ait un bon ? Si l'argent a cet impact négatif sur nous, c'est quoi une société qui a pas de valeur éthique, pas de valeur morale, pas d'empathie ? Donc, en fait, plus on creuse, je trouve que plus en fait... moi, un truc qui m'avait fait du bien quand je commençais à chercher ça, c'est qu'au début, je me suis dit, c'est tellement compliqué le monde-là, il y a tellement de problèmes, et il y a tellement de choses qu'on pourrait imaginer pouvoir faire. Mais en fait, quand on creuse, moi, ça m'a soulagé, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a une convergence qui te dit, écologiquement,
Je suis désolé. Tant qu'on aura de l'argent, on va pousser à la consommation et on fera n'importe quoi. Genre, en France, ça fait 10 ans que la loi contre l'obsolescence programmée elle est passée, il y a 0 condamnation. 0 condamnation. C'est aussi simple que ça, quoi. Il n'y a pas de condamnation et tout le monde continue à en faire. Il y a une dizaine de techniques d'obsolescence programmée, même une avec l'inflation qui est apparue. J'ai appris la shrinkflation. Tu vois pas ce que c'est? Tu as entendu parler de ça? Shrinkflation, j'ai vu l'article, un paquet de Belin, c'est les petits Monaco, là, je sais pas si j'adore ça en plus. Mais en gros, il s'est marqué 10% de plus, le volume, voilà, 10% de plus. Mais à part que le prix était augmenté de 17%. Voilà, voilà, c'est très subtil. Hein. Mais tout est en plus dans la psychologie. On ne se rend pas compte à quel point les arnaques, elles sont un petit peu partout. Moi, j'ai un dentiste qui m'a dit qu'à l'école, à la fac de dentiste, un des profs lui avait dit « Voilà comment faire un brossage de dents parfait. Ne le dites à personne, sinon vous n'avez plus de travail. » Voilà, ça impacte absolument tout. Et en plus, c'est vrai, si on apprenait aux enfants le brossage de dents parfait à faire, les dentistes n'auraient plus de travail. Donc, en fait, il faut réfléchir en fait, à voilà, tout ce qu'on a là. Et donc, comme je disais avant, écologiquement, ça ne peut pas fonctionner. Sur le comportement, ça ne pourra pas fonctionner. Sur les inégalités, bien évidemment, en fait, on ne pourra jamais prendre aux plus riches pour distribuer équitablement. On n'a jamais réussi à le faire depuis 2000 ans. C'est pas aujourd'hui qu'on va réussir à le faire. Donc en fait, je pense que c'est comme si l'univers nous criait aujourd'hui, messieurs, dames, là, il y a une solution qui est devant vous et qui est absolument merveilleuse, parce qu'il y a une solution qui vous permet de ne plus avoir du tout de facture, qui permet de nourrir tout le monde parce qu'on a de la nourriture pour tout le monde, qui permet de loger tout le monde parce qu'on a plus de logements qu'on a de sans-abri, qui est là, disponible, on peut la faire demain matin, mais il va falloir un moment, un déclic, un courage, parce que c'est très courageux, tous ensemble, de se dire, allez, carte bleue, chèque, billets, espèces, tout, et on crame, voilà. Et après, on s'organise. Ouais. Oui, dans beaucoup de choses que tu critiques par rapport à l'argent, on a l'impression que tu parles plus du capitalisme que vraiment de l'argent lui-même. Est-ce que tu peux clarifier ça? Donc le capitalisme, c'est le système économique qui base tout sur l'accumulation de profits, en fait. Enfin, le profit et l'accumulation d'argent suite au profit engrangé. Et donc, par exemple, on sait que dans les systèmes non capitalistes, il y avait aussi de l'extractivisme et du productivisme. Oui, à vrai dire, alors je me suis mal exprimé parce que pour moi, je différencie vraiment, je cible vraiment le système marchand en soi. Je pense que depuis le début, je dis beaucoup système marchand, j'emploie... Non, bien sûr, mais je trouve que dans les exemples, il y a beaucoup d'exemples qui sont typiques. Par exemple, quand tu parles de publicité, tout ça, c'est typique du capitalisme. C'est pas forcément quelque chose qui existait avant, même s'il y avait de l'argent. Oui, d'accord. Ce qui est normal, hein, oui, parce que c'est par rapport à notre vécu qu'on peut juger, évidemment. Ouais, mais dans le fond de ma pensée, le gros problème, c'est vraiment le modèle marchand. Alors, à la base, on aurait aimé que l'argent soit juste une sorte d'outil d'échange, mais qui est absolument pas ce qu'il y a autour, comme si on pouvait s'extraire des contraintes mécaniques. Mais on ne peut pas s'extraire des contraintes. C'est pas le capitalisme, c'est le système marchand qui ne permet pas. Dès qu'il y a système marchand, il y a guerre commerciale. Voilà. Et donc, s'il y a de l'argent, alors oui, l'idéal, ce ne serait pas de cumuler, mais bien sûr que l'absence d'argent, c'est la misère, donc on va chercher plutôt à accumuler que ne pas accumuler. Et cette pyramide des richesses qu'on a aujourd'hui, ça fait 2000 ans qu'on observe cette centralisation des richesses. Et c'est pas pour rien que ça se centralise. Il y a un jeu qu'on connaît tous, j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, ça faisait à peu près 15-20 ans que je n'avais pas joué, c'est le Monopoly. Pour les fêtes de Noël, j'ai rejoué au Monopoly. Et ce jeu-là, il paraît, mais je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais il paraîtrait que ça a été créé, pas pour jouer, mais créé pour montrer comment l'argent se centralise. Ce qui est important, et il y a une vraie leçon à tirer du Monopoly, c'est qu'à la base, les chances sont les mêmes pour tout le monde. Les règles sont exactement les mêmes pour tout le monde. Il y a même un revenu de base qu'on passe par la case départ, comme ça. En fait, c'est presque avant-gardiste. Hein, et si vous regardez... C'est un revenu universel. Oui, revenu universel, oui, excuse-moi, je confonds des fois les deux. Mais, et donc, en fait, si vous regardez... Un premier tour, il y a déjà une petite différence, deuxième, troisième, quatrième. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de retournement de situation. C'est ça qu'il faut. Ouais. Et ça fait 2000 ans, depuis que l'argent est créé, que c'est partout pareil. Tu mets... Moi, j'ai toujours, si on pouvait aller sur une planète avec des êtres doués d'une forme d'intelligence comme la nôtre, qui fonctionneraient sans argent, peu importe comment ils fonctionnent, et qu'on leur dirait, tenez,
voilà de l'argent. Maintenant, vous allez vous vendre ce que vous faites, vous allez demander des salaires, ce qui est le minimum commun dans tous les systèmes marchands possibles. Essayez de leur donner les meilleurs conseils possibles, revenez 300 ans après, vous verrez à peu près les mêmes dérives que nous. Il y aura toujours des inégalités, elles vont monter comme ça. Dès qu'il y aura de l'argent, l'épuisement des ressources sur la planète là vont commencer à s'accélérer. Avec la guerre commerciale, elles vont aller de plus en plus vite. Il y aura de plus en plus d'individualisme parce que ça a été démontré par les sciences cognitives. Et donc vous venez 300 ans après. Moi je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est un schéma type totalement basique d'une civilisation qui a utilisé de l'argent. Et si sur d'autres planètes ils ont utilisé d'abord de l'argent, je suis sûr qu'ils arrivent à la même conclusion et qu'à un moment ils en finissent avec l'argent pour pouvoir aboutir à autre chose. Moi c'est une conviction que j'ai, voilà, personnelle, mais elle est forte en tout cas. Oui, et dans les choses, évidemment, quand il s'agira de penser concrètement le monde de demain, tout n'est pas dans ta tête, ce sont les assemblées citoyennes, on va en revenir après, qui vont tout décider. Hein, donc. Mais dans les problèmes qu'on peut augurer, il y a le concept de propriété, par exemple. Donc je comprends bien que, par exemple, les logements seront équitablement répartis. Enfin, ceux qui sont sans logement, ils en auront un qui est vide, il y a plusieurs en plus. Mais par exemple, ceux qui ont plusieurs maisons et qui en vivent, par exemple, comment gérer ce genre de situation? Ceux qui ont plusieurs maisons, tu veux dire qui sous-louent des maisons secondaires? Oui, c'est ça. Voilà. Nous, on ne veut pas forcer la main, c'est pas le but du jeu, mais si on atteint la majorité, c'est-à-dire que le choix du peuple, le choix de la civilisation humaine, c'est de basculer dans un monde non marchand, qu'est-ce qu'ils vont faire de logements qui avant louaient, qui ne rapportent plus d'argent, qu'il va falloir équiper, qu'il va falloir entretenir? À quoi ça servirait? Oui, ça voilà, c'est ça. Après, ils peuvent s'en garder une secondaire. Enfin, voilà, après, s'ils veulent garder une maison secondaire, qu'ils la gardent. Si tout le reste est réglé, il ne faudra pas s'offusquer pour ça, quoi. Voilà, c'est pas vraiment un souci. Mais c'est vrai que l'histoire de la propriété, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Enfin, pour moi, moi, je vois encore la propriété privée plus tard des logements. Mais en fait, on me dit non, mais c'est pas la propriété privée, c'est un droit d'usage. Mais ouais, mais pour moi, on emploie deux mots pour exactement la même chose. Ta maison, elle est à toi. Personne ne viendra. C'est dans le monde sans argent. La maison, tout le monde voudra. Personne ne voudrait que quelqu'un puisse te déloger. Donc si personne ne veut ça, donc c'est forcément unanime. On voudra que notre logement, personne ne puisse nous le retirer jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Donc nos affaires personnelles, notre jardin, notre maison, ça sera pour moi l'équivalent de la propriété privée, même si on va appeler ça un droit d'usage par principe. Quoi. Et si on veut une maison plus grande, alors comment on fait? Alors, moi j'entends deux questions dans ta question. Il y a déjà à la base, les logements ne sont pas du tout équivalents. On a du bidonville jusqu'à la villa à Hollywood, qui est peut-être en train de brûler en ce moment, mais ça, déjà, il faut avoir conscience que c'est le reflet du système marchand et de la thésaurisation et du fait qu'il y a des gens qui ont plus accumulé que d'autres. C'est sûr qu'au début, quand on basculera, les logements existeront comme ça. Mais plus les générations vont passer, plus on va forcément voir dans ce qui va se reconstruire des choses qui vont s'équilibrer. Et peut-être que les grandes villas vont se séparer en plusieurs logements. Clairement, il va y avoir ce choix-là. Donc à un moment, si on a une société avec des inégalités de richesse, on aura forcément des inégalités de logement. Mais si on bascule, à un moment, on aurait des égalités de logement. Avec le temps, je suis persuadé que ça aboutira à ça. Donc après, comment on acquiert en fait un logement Donc, comme tu as un moment un peu discuté, c'est vrai que nous, ce qu'on encourage énormément, c'est le deuxième pendant extrêmement important du grand projet, c'est un monde sans argent et un monde sans dirigeant. Donc, un monde non marchand et un monde autogéré. C'est très important qu'on prenne part à nos décisions, qu'on soit aussi responsable de nos décisions, et aussi pour avoir un consentement de ce qui nous arrive. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est insupportable d'avoir des décisions qui viennent d'en haut et que nous, on ne choisisse pas. Mais donc, je ne peux pas être certain de la modalité par rapport au logement. C'est les gens qui choisissent. Mais nous, ce qu'on propose, c'est déjà de comprendre à quel point ça va être beaucoup mieux que de le donner aux plus offrants. Parce que, par exemple, on pourrait dire, tiens, un logement se libère. Monsieur et madame machin sont décédés, il y a un logement qui se libère à Rissensart. À qui on va le donner? Déjà, qui est intéressé? On fait une annonce. Allez, on a 30 dossiers. Famille, célibataire, 4 enfants, etc.
soit une société de, je sais pas, une assemblée tirée au sort décide à qui le donner. Ça peut être au plus utile. Tiens, rez-de-chaussée, plein pied. Monsieur et Madame Michel, ils sont handicapés, c'est parfait pour eux, on vote, et c'est pour eux. C'est quelque chose qui est quand même plus intelligent qu'au plus offrant, par exemple. On pourrait faire tirage au sort, tout simplement. Le truc aussi, c'est le plus utile. S'il y a 4 chambres, peut-être pas donner à celui qui est célibataire, peut-être donner à ceux qui ont 3 enfants. Donc en fait, là, on a un usage de nos ressources qui est tellement plus pertinent qu'aujourd'hui de donner au plus offrant, qui est un critère le plus débile qu'on puisse imaginer. Donc voilà, par rapport au logement, ce qu'on imagine, c'est voilà, c'est vous qui décidez, mais par contre, ce que vous avez décidé sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Il y a des expériences qui existent, à Louvain-la-Neuve, donc pas loin, donc c'est en Belgique. Il y a un quartier qui au départ était créé par des étudiants d'architecture qui avaient reçu un terrain pour expérimenter des formes bizarres, et aussi des innovations écologiques d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure, il y a des différentes personnes qui se sont installées là. Par exemple, il y a quelqu'un qui a amené son bus et qui a commencé à construire sa maison autour. Et ils se sont organisés en quartier. Et donc en fait, s'il y a des personnes qui veulent partir et d'autres arriver, c'est pas des. Enfin, effectivement, il faut payer, mais seulement payer le prix coûtant, ce que la maison a coûté. Oui. Et en plus, il ne s'agit pas d'avoir l'argent, il faut aussi avoir l'accord de tout le voisinage, il faut se présenter, enfin voilà. Donc enfin, il y a vraiment moyen de s'arranger. Bon alors là, effectivement, il y a encore de l'argent quand même, parce que c'est vrai que si on a engagé des frais quand on a fait la maison, donc c'est normal de récupérer un peu la mise. Mais effectivement, oui, il y a des expériences qui existent. De manière générale d'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu des expériences localement qui vont dans ce sens ? Alors oui, il y a, alors moi pas vu sur le terrain, mais par contre je sais oui, qu'il y a des expériences dans ce sens-là. Il y a une région sur l'île de Java, dans une région qui s'appelle Cipta Gela, où ils sont 30 000 à vivre sans argent là-bas. Il y a un village en Italie, très baigné dans la religion catholique, mais qui vivent sans argent, il s'appelle le Nomadelphia. Où tout est gratuit à l'intérieur. On peut voir, en fait, nous, ce qu'on imagine, c'est vraiment un système, comment dire, où il n'y a plus d'argent du tout. Après, créer un système gratuit dans un système marchand, c'est plein de contraintes quand même qui sont très particulières. Mais ce qu'on peut voir, c'est des systèmes un peu hybrides, où en fait, on va avoir des personnes qui vont, dans une communauté, un village, qui vont vivre... ils vont par exemple vendre, je sais pas, de l'huile d'olive, ils vont peut-être vendre voilà, des produits comme ça pour tout ce qu'ils ne peuvent pas faire dans le village. Voilà. Et par contre, à l'intérieur, il n'y a plus de notion d'argent. Oui, un peu comme un petit pays, quoi, en fait. Ouais, voilà, il y a des systèmes comme ça qui fonctionnent. Je sais qu'il y a les apatistes dans la région du Chiapa qui... ils ne sont pas sans argent, parce qu'une fois encore, la gratuité dans un monde marchand, c'est quelque chose qui est pas à 100% possible, mais par contre ils réduisent vraiment énormément. Ils sont très forts aussi dans l'autogestion à ce niveau-là. Mais on a un exemple que personne n'a entendu parler, mais qui est vraiment extraordinaire, qui est très récent. Vous savez, il y a eu des inondations dans le sud de la Thaïlande il y a quelques mois, là, en 2024, très très grosses inondations. Et nous on a un de nos membres qui s'appelle Alain, qui m'a envoyé un message, en fait un témoignage. Il me dit, écoute, c'est incroyable, parce que ça fait 1 mois qu'ils sont dans les inondations, qui sont vraiment des torrentielles. Il me dit, j'ai pas vu d'argent depuis 1 mois. Tout est gratuit. Il y a des bouteilles d'eau devant les magasins, il y a des plantes devant les magasins, les pompes à essence sont gratuites. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, tout est gratuit. Les soins, le déblayage, tout est gratuit. Pendant 1 mois, 1 million de personnes arrivent à fonctionner gratuitement. Si on n'a pas un meilleur exemple que ça, je vois pas quoi. Bien sûr qu'on peut fonctionner sans argent, il faut juste avoir le déclic. Mais en Thaïlande, ouais, ils ont réussi à faire ça, dans des conditions malheureusement très tristes, parce qu'après dans le message il me parlait des cadavres et d'autres choses, mais par contre, ouais, pendant 1 mois il fonctionnait sans argent et tout était mieux, quoi. Tout était mieux. Ce qu'il disait, on était tous un.
Il disait ça, on était tous un, parce qu'il n'y a pas de différence de classe sociale, donc il n'y a pas d'argent, pas de différence de classe sociale, il n'y a pas de notion de couleur, il n'y a pas de notion de religion, en fait on était tous dans une entraide folle pendant un mois. Et dans ce côté tragique, il a vu, je crois, un monde merveilleux. Ouais. Oui, donc j'ai une petite pensée quand même pour les comptables et les ingénieurs qui nous regardent, qui doivent friser la caisse cardiaque. J'imagine par exemple, bon, on se met dans un monde idéal, c'est le village qui décide de construire un pont, parce qu'il en a besoin pour X raisons, et donc ils doivent choisir entre plusieurs possibilités. Et donc, actuellement, comment on fait? Bon, évidemment, il y a un cahier de charge avec quelques conditions, mais il y a aussi le coût. Donc, dans le coût, il y a la main-d'œuvre, il y a peut-être le temps que ça va prendre, il y a les matériaux qu'il faut utiliser, il y a, les outils qu'il faut engager, les grues, je sais pas. Et c'est quand même plus facile, même pour décider démocratiquement, de présenter une facture en termes de juste un montant pour choisir. C'est quand même pratique dans des grands projets de tout ramener à une seule unité et pas avoir des heures de travail, des tonnes de sable, des tonnes de... Enfin, comment tu vois ça? Moi, ça me paraît pas plus compliqué de demander les tonnes. Tout simplement, ouais, je pense qu'on a des ingénieurs qui vont dire là, il faudrait tant de tonnes de tel matériau. À quel endroit on a ces matériaux-là? Il faut leur demander à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut prendre telles ressources? Parce que, en fait, finalement, tout ce qui a été construit, c'est pas l'argent qui l'a construit, c'est les connaissances de l'humain, l'architecture, l'ingénierie, et d'huile de coude, quoi, comme on dit. Hein. Donc voilà, l'argent, c'est pas ça qui a créé ça, mais l'argent a permis d'avoir des esclaves qui ont produit des ressources pour avoir un salaire de misère. C'est une énergie qui est un petit peu différente. Mais qu'on ait de l'argent ou pas de l'argent, de toute façon, on va avoir des humains qui vont forcément travailler. La seule chose, c'est que si on bascule dans un monde sans argent, au lieu que ce soit les mêmes qui travaillent, parce qu'il faut réduire le coût des charges salariales, là, il n'y a pas de charge salariale. Donc on peut être 20 000 dans une entreprise qui en prendrait juste 500 et travailler tous les 3 mois, 3 mois tous les 10 ans. Il y a une répartition de l'effort qui fait qu'il n'y a pas d'effort compliqué. Autre chose aussi qui est important, c'est que les personnes, parce que c'est vrai que ce qui va être compliqué, on peut se dire, c'est les ressources, qui c'est qui va aller à la mine, qui c'est qui va aller travailler comme ça, mais dans le système marchand, si on reste dans ce système-là, les personnes-là doivent avoir un rendement de phénoménal, parce qu'on ne peut pas construire du solide, on doit toujours faire consommer. Déjà, ne serait-ce que si on prenait le même nombre de personnes en termes d'effectifs qu'aujourd'hui, mais dans un système non marchand, ils verraient leur travail déjà diminuer, parce qu'au lieu de faire des appareils électroménagers qui durent 5 ans, on va faire qui durent 50 ans, parce qu'on sait le faire. Il y a une histoire une histoire qui est hyper importante, et je vous invite tous à aller regarder, vous tapez sur internet l'increvable.fr. Donc vous avez l'histoire de Julien qui, suite à un projet de fin d'études d'ingénierie, décide de sortir un appareil d'électroménager, un lave-linge qui s'appelle l'increvable, donc il porte parfaitement bien son nom, fait pour durer, fait pour être réparé facilement, c'est-à-dire que si tu as un souci, tu n'es même pas obligé d'appeler quelqu'un qui va se déplacer, il t'explique, il t'envoie juste la petite pièce, c'est vraiment extrêmement bien fait pour durer au moins 50 ans. Alors et donc, pour l'instant, en général, après 10 ans, si on l'en garde un, on est content déjà. C'est incroyable, ouais. Alors que dans les appareils électroménagers des années 70-80, ils duraient 30 ans. On a dû en fait réduire ça. Et donc il y a son histoire, et puis il raconte que le projet est tellement incroyable qu'il est quand même exposé à la Cité des Sciences et des Industries pendant 1 an. Il fait le tour des industriels, il passe sur M6, il passe sur BFM TV, il va même à Las Vegas présenter aux États-Unis. Février 2020, le projet est suspendu faute de partenaires financiers et industriels pour permettre son développement et sa commercialisation. Voilà. Évidemment. Et qu'est-ce qui empêche ça? C'est pas politique. Les politiciens, ils n'ont jamais dit d'interdire de le faire. Les industriels, ils font mais vous êtes fous. Si on fait ça, on ne coule pas que la concurrence, on se coule nous. Vous imaginez des appareils qui durent 50 ans au lieu de 5 ans? Les usines, elles ne tournent plus. Et c'est pour ça qu'en termes de ressources, il faut basculer dans un monde sans argent pour faciliter l'extraction des ressources.
Parce que de toute façon, c'est pas logique que ce soit toujours les mêmes, et puis, non, et puis ça va ralentir, ça va forcément ralentir. On va pouvoir construire du solide, on sait construire construire du solide. Donc il faut qu'on puisse aboutir en fait à ce système-là pour que l'extraction soit beaucoup plus lente, et qu'au lieu qu'il y ait un tout petit effectif qui travaille durement, on étale sur plus de personnes. Et tout va mieux à tout point de vue. Je dis pas que ça sera idéal, je dis pas qu'il n'y aura pas de problème à régler. Souvent les gens me disent c'est hyper c'est hyper bisounours tout ça. Non. L'humain restera toujours là, il y aura des choses. Mais on n'aura pas les dérives d'aujourd'hui, on n'aura pas des inégalités, on ne fera pas d'obsolescence programmée parce que ça n'a strictement aucun sens. Donc les problèmes-là seront résolus, mais après l'humain restera l'humain, ce ne sera pas parfait. Hein. Mais on passe d'un cancer généralisé à un tout petit rhume, voilà. Pour prendre un problème de... Oui, enfin... Non, ça change rien. J'allais dire comment éviter les guerres, mais ça n'a rien à voir avec l'argent en fait. Ça va couper. Ça pose quand même. Est-ce que... Parce que moi je pense que la grande guerre entre l'Occident et les BRICS c'est très 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 monétaire à la base. Hein. Il y a quand même... Oui, c'est juste. Oui. Quand la Chine essaye de petit à petit de prendre un peu l'Afrique, le Sri Lanka, tout ça, pour les ressources, parce qu'ils savent qu'il y a un épuisement des ressources. C'est difficile, on ne peut pas avoir le fin mot de l'histoire, mais je pense que... Clairement, l'enjeu, c'est le dollar. Hein. C'est la mainmise du dollar que les BRICS veulent arrêter, bien sûr. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'en fait, beaucoup de guerres sont des déclinaisons de ce grand affrontement. C'est clair et net. Les journalistes font semblant de ne pas le savoir, mais c'est clair, c'est évident. Il y a beaucoup de professions qui vont disparaître, peut-être, non? Oui. On va faire beaucoup de malheureux avec ce système, quand même. Je sais pas. J'ai demandé à ma comptable si elle aimait son métier. Et j'étais surpris qu'elle m'ait dit oui, parce que pour moi, c'est le truc, manipuler des chiffres, en plus avec des lois qui changent tout le temps. J'admire franchement les comptables. Elle m'a dit qu'elle adorait vraiment ça. Ouais. Mais bon, tout choix implique des renoncements, mais... Le comptable, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que des comptables, on en a encore besoin quand même. Hein, oui, exactement. Pour gérer des projets, c'est plus au niveau des banquiers, des financiers... je vois pas trop. Ouais, mais bon, après, je pense qu'ils ont d'autres passions derrière. Je pense pas qu'ils vont être du tout en dépression parce qu'ils vont pas travailler dans un bureau en cravate. Enfin, je pense qu'ils arriveront à sortir leur épingle du jeu sans aucun souci. Mais oui, il y a des... Il y a un autre métier qui ça peut-être mis en danger. Et ça, c'est peut-être plus lié au capitalisme encore que. C'est les sportifs professionnels, non? Oui. Ça, oui. Mais, c'est pareil, ce genre de truc, il n'y a pas de réponse type, et je pense que c'est un peu toujours au peuple de choisir. Je pense que les gens adoreront de voir des matchs de foot de qualité, de handball de qualité, de la même manière. Et pour que ce soit la qualité là, il faut qu'ils s'entraînent à temps plein. Donc ils auront pu les sponsors sur leurs t-shirts, mais à part ça, ils peuvent Mais c'est vrai qu'on peut se dire mais enfin lui, il s'amuse toute la journée, alors que nous on va travailler ailleurs, mais si vous voulez des matchs de qualité, non, il faut qu'ils s'entraînent quand même, quoi. Moi je dis toujours, c'est pareil par rapport aux artistes. Il y a un problème qui se dit mais moi je veux être guitariste. C'est vrai que c'est des questions qui nous reviennent, c'est normal. Moi je dis c'est moi ce que je choisirais, ce que je dirais dans mon assemblée, hein, mais pour moi un guitariste, il n'y a pas de souci qu'il soit guitariste. Mais est-ce que ces vidéos font beaucoup de vues? Est-ce que ces salles sont remplies? C'est sûr que s'il fait plein de vues et que ces salles sont remplies, c'est génial, il apporte quelque chose d'extraordinaire au monde. Non, mais ça peut être un génie incompris aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que si l'artiste est extrêmement demandé, il fait sa part dans la société. Et puis on a énormément besoin d'artistes. Hein. J'imagine pas du tout le monde sans les arts, quoi. Donc on a besoin d'eux, mais c'est vrai que s'il fait que gratter dans sa chambre et rien d'autre toute la journée. Et encore, si la société tourne à côté, que lui il est heureux comme ça, que les autres sont heureux... Dans tout ce que tu sous-entends, oui, évidemment, il y a toute la question de l'autogestion, dont tu voulais aussi parler. Je crois que, d'ailleurs, je vous invite, le site mosica.org, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est très très bien fait, il y a pas mal de vidéos, c'est là qu'on peut s'inscrire aussi.
Donc, il y a aussi des tutos, en fait, comment faire une assemblée citoyenne, en fait. Oui, c'est oui, ça. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous développer la partie de l'autogestion et de la démocratie? Oui, alors, ce qu'on aimerait qu'il y ait vraiment comme prise de conscience, c'est que les dirigeants posent un véritable problème, enfin à tout le monde, je veux dire. Là, j'ai vu un sondage 2024 de l'OCDE qui dit que 18% des Français ont confiance dans les partis politiques, hein, donc il reste quasiment plus rien. Donc, mais par contre, si on veut pas qu'il y ait de dirigeants, il faut qu'on apprenne nous-mêmes à s'autogérer. Donc ça, c'est encore pas trop compris encore, parce que les gens fuient un peu ça. Et je pense qu'on le fuit pour 3 raisons. La première, c'est qu'on est habitué à recevoir des ordres. Depuis qu'on est à l'école, tu as le droit d'aller aux toilettes, voilà, on a un conditionnement à l'ordre qui est extrêmement prenant. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens vivent mal en fait le débat. C'est un débat d'idées, c'est pas quelque chose qui est tout le temps agréable de dire oui mais non, mais je te dis que si, je te dis que ça. Réussir à communiquer, ça peut être épuisant. Ça peut être épuisant. Moi, je vois, en fait, moi j'ai des réunions hebdomadaires, voire pluri-hebdomadaires pour le MOSICA. On est globalement, on s'entend comme larron en foire, mais je veux dire, il y a eu des sujets, on a mis des mois et des mois et des mois pour réussir à trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, alors que on est 4-5 hein, seulement, hein, mais ça peut mettre énormément de temps. C'est très énergivore par moment, très agaçant un peu. Au fond de nous, des fois, on se dit on a envie d'avoir raison, quoi. Donc il y a la deuxième partie là qui n'est pas forcément très plaisante, puis la troisième, c'est la responsabilité. C'est toujours plus facile de dire que si ça merde, c'est pas moi qui ai décidé, j'ai pas participé à l'Assemblée. Mais pourtant, si on veut pas de dirigeant, il faut se lancer quand même là-dedans. Alors c'est pas dire tout le monde, mais il faut que quand même dans toutes les communes, on ait quand même un petit groupe. 20, 30, 40 personnes qui sont prêts, mais des gens qui sont habitués au conseil d'administration. Hein, après, il y a des gens pour qui c'est facile, des réunions, on débat. Mais moi, je pense souvent à l'exemple, il y a une commune qui m'inspire énormément, qui est en Alsace, qui s'appelle Kingersheim. Et le maire qui s'appelle Joe Spiegel, en fait, il prend part à aucune décision de la commune, qui a 16 000 habitants. En fait, mais lui, il est vraiment pour la démocratie. Il appelle toujours les citoyens à donner des suggestions, à voter, à venir. Et en fait, pour toutes les décisions qui concernent les citoyens là, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais il fait des assemblées de 50 personnes, il y a 20 personnes qui sont parties prenantes, il doit y avoir 20 experts, ou 10 experts, et puis 10 ou 20 personnes qui sont totalement neutres. Voilà. Et c'est un schéma, on pourra en imaginer 10 millions d'autres, quoi. Hein. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, le maire, il ne prend pas part aux décisions, c'est vraiment les citoyens qui décident. Et donc nous, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on veut essayer de s'attaquer avec les membres, c'est déjà vraiment les inviter, se lancer là-dedans, et puis donc maintenant on a des codes, on a des codes, les tutos sur la communication non violente, et les livres, il n'y a que ça qu'on peut trouver sur internet, quoi. Il y en a énormément, la sociocratie, donc on en parle beaucoup, la sociocratie pour pouvoir prendre des décisions ensemble, donc déjà quelqu'un a une suggestion, il lance la suggestion, j'aimerais bien que notre groupe fasse ça. Donc on fait un premier tour de table pour savoir si tout le monde a bien compris. Donc ça suppose de poser une question si jamais, mais en fait tu prévois combien de temps pour faire ta suggestion. Ensuite on fait un autre tour pour savoir, pour dire si on a une objection ou pas une objection. Ensuite, s'il y a une objection, celui qui est force de proposition va répondre oui, j'ai déjà pensé ou j'ai pas pensé, t'as raison, voilà. Et après, le but du jeu, c'est de lever toutes les objections, jusqu'à ce qu'on n'obtienne pas un consensus, mais un consentement. C'est-à-dire que la personne a dit ok, je suis pas forcément convaincu, mais la proposition à laquelle on a abouti au final, ça me convient, voilà. Et donc là, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce qu'à la fois, tout le monde a le sentiment d'avoir été entendu. Et ça, c'est très très important. On a l'impression d'avoir tous été entendus, on a tous pu s'exprimer. Et généralement, le résultat qu'on a au final est toujours mieux, plus abouti que ce qui a été lancé au départ. Donc là, on a ce qu'on appelle l'intelligence collective. Voilà. L'intelligence collective, il y a un livre qui dit « Nous sommes plus intelligents que moi ». Il est vraiment super là-dessus, où il explique bien qu'en fait, une expérience extraordinaire, moi, qui me fascine, qui va un peu dans le même sens là, mais l'expérience a été faite, je crois qu'elle doit être sur Internet, un TEDx qui a fait ça. Tout le monde avait un boîtier,
Et ils ont amené une vache sur scène, comme ça. Devinez combien elle fait de kilos. Tout le monde répond. Clac, clac, je sais pas, il y a 200 personnes dans la salle, peut-être, comme ça. Donc on a une variation énorme des personnes qui vont faire des trucs, genre c'est une vache de 400 kilos, il y en a qui ont peut-être dit 90, puis d'autres qui ont fait 1,5 tonne, j'en sais rien. Et alors, effectivement, on a des trucs totalement aberrants, mais la moyenne, elle est toujours très proche. Voilà. Et donc ça, c'est, voilà, nous sommes plus intelligents que moi. Donc l'intelligence collective, qui est partie de l'autogestion, est quelque chose voilà, qui nous paraît essentiel. Enfin, c'est tout le monde, j'ai l'impression qu'on le ressent, l'intelligence collective, on en parle de plus en plus, de l'autogestion, on en parle de plus en plus. Mais voilà, il faut se lancer, c'est à la portée de tout le monde, et tout le monde peut, voilà, c'est important vraiment, je pense, de s'impliquer, de s'investir un petit peu dans ces échanges-là. On peut faire des exercices, on se retrouve à 4 et puis simplement on débat sur n'importe quoi pour essayer d'apprendre à s'exprimer, à ne pas s'énerver, et voilà. Donc on essaye, on va normalement faire cette année, on pense des tutos nous-mêmes, un peu des formations, commencer un peu à aider à tout ça. Puis il y a des gens qui sont totalement formés, qui savent très bien le faire. Hein. Voilà. Oui, oui, en fait, moi j'ai connu la sociocratie parce que il y a une liste citoyenne de la HULP qui a été créée, qui a été formée par quelqu'un qui, avec une liste, a pris le pouvoir à Saillant. Ça, c'est près de Lyon. Oui. Et ils ont utilisé, donc leur but c'était vraiment d'avoir des assemblées citoyennes. Et ils ont utilisé cette méthode. Enfin, j'ai participé à une formation gratuite qu'ils ont donnée. Et donc c'est la commune à côté, ça ici. Hein. Et donc je constate effectivement qu'en Belgique, il y a un grand appétit. Enfin, je crois en France aussi, mais en Belgique c'est encore plus fort, je crois. Il y a un grand appétit pour ce genre d'initiative, on va dire, pour une application citoyenne. Mais d'un autre côté, pas tout le monde y va. Et ceux qui y vont en général, c'est pas les, on va dire, c'est pas les moins éduqués, quoi. Qui sont en général les plus grosses victimes du système. Donc effectivement, là, il y a des... Enfin voilà. Mais effectivement, oui, c'est... si... Enfin, je crois que le concept de base, c'est la décision collective. Donc voilà. Mais après, comme je disais, il ne faut pas que tout le monde soit formé. On est responsable, mais responsable en tant que groupe aussi. Enfin, c'est pas seulement individuellement. On est tous engagés, mais on est responsable collectivement. Voilà, exactement. Et puis, encore, hein, c'est pas qu'on ne doit pas tous être formés. Hein. Moi, je ne suis pas un pro, hein, j'emploie un petit peu, mais je ne suis pas vraiment un pro là-dedans. Mais qu'on est vraiment dans toutes les communes, au moins un petit groupe qui savent faire ça. Mais eux, ils ne vont pas être décisionnaires. C'est pouvoir prendre les suggestions des autres. Donc là, tu parles de la méthode. Ouais, voilà, de la sociocratie. Enfin, si on a une commune de 400 habitants, on ne peut pas mettre 400 personnes de façon autour d'une table pour discuter et débattre. C'est pas possible. Donc, de toute façon, il y a forcément un choix de personnes qui peuvent être tirées au sort. C'est très bien le tirage au sort. Mettre des experts, s'il y a des notions, comme tu disais, faire un pont, il faut quand même qu'on ait des experts qui viennent aussi rentrer dans le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là ne sont pas là pour prendre des décisions. Ça, c'est très important, parce que nous, on propose un modèle de prise de décision sur les 5 niveaux qu'on peut avoir de prise de décision: quartier, commune, communauté de communes, nationale et au niveau mondial. Ces personnes-là ne sont pas des décisionnaires, mais sont là pour intégrer des suggestions qu'on leur donne, essayer de les moduler, d'en débattre, et si c'est possible, après, si on a plusieurs propositions, on relance à tout le monde laquelle vous choisissez parmi les propositions-là. On n'aura pas de système parfait, parce qu'on ne peut pas avoir 400 personnes, encore moins 7 milliards de personnes autour d'une table, mais par contre, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche, et surtout, les décisions viennent d'en bas, c'est-à-dire que les suggestions viennent d'en bas, et les décisions finales reviennent d'en bas. C'est-à-dire que voilà ce qu'on a débattu, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une suggestion de l'un d'entre vous, est-ce que ça vous convient? Et après, il y aura forcément des oui et des non. Mais la majorité sera entendue avec un truc qui sera élaboré d'une suggestion qui vient du bas. Enfin, il y a déjà des colorations qui ne sont pas l'inverse de la pyramide, quoi. Hein, donc ça me paraît vraiment important. Il y a le référendum d'initiative citoyenne, hein, avec Étienne Chouard, il en parle énormément. Ça, c'est avec la possibilité de révoquer une loi, de révoquer quelqu'un. En fait, il y a plein de façons de pouvoir fonctionner. Hein, et nous, dans le système qu'on propose, hein, au MOSICA, dans l'organisation démocratique globale, donc on a les 5 niveaux d'assemblée, mais chaque assemblée est autonome. Ça pour nous aussi c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que
on n'est pas là pour dire voilà comment ça fonctionne, il faut que vous fassiez de la sociocratie, mais on essaye de respecter les sensibilités de tout le monde, en sachant que le modèle de Kingersheim sera peut-être un modèle qui sera reproduit à quelques endroits, d'autres, ce sera peut-être le référendum d'initiative citoyenne, et peut-être que la connexion qu'on aurait peut-être entre la Belgique et la France sera peut-être similaire, mais peut-être qu'au Maroc, ils voudront garder une monarchie. Pourquoi pas? On n'est pas là pour dire non, mais arrêtez la monarchie au Maroc. Non, non. Si vous avez décidé que vous voulez garder un monarque, il est important. Le monarque, il est là depuis je ne sais plus combien, 11 siècles, je crois, au Maroc. Donc le but du jeu, c'est de comment coïncider avec les sensibilités, avec les cultures qui sont très différentes, sur les 5 continents, tous les pays comme ça, tout le monde est... nous on parle en tant qu'occidental de l'Europe, donc nous on est très sociocratie, référendum d'initiative citoyen, peut-être qu'en Amérique latine ça sera un système qui sera différent, mais autogéré quand même, voilà, d'une autre manière. Oui, je crois que l'autre difficulté, c'est que nos sociétés sont très éclatées, très atomisées, alors que justement ailleurs dans le monde, peut-être qu'ils peuvent encore s'appuyer sur des modes de vie un peu plus communautaires, même si il est détruit un peu partout avec l'urbanisation par exemple. Par exemple, les apatistes, typiquement, eux, ils s'appuient sur une organisation traditionnelle. Et c'est un système très 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 démocratique. Oui, très démocratique. Les représentants des communautés apatistes déjà ne sont pas rémunérés. Donc ça me paraît important pour l'état d'esprit. Ils ne sont pas rémunérés, et puis effectivement, les suggestions, ils réfléchissent, et puis ils leur disent: est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Après, ils ont un représentant des différents villages pour faire une assemblée supérieure. Mais moi, ce qui m'avait inspiré, en fait, à la base, c'est les représentants, c'est plutôt des porte-paroles. Oui, voilà, des porte-paroles. Tu as raison. C'est bien de me corriger là-dessus, parce que c'est des porte-paroles, c'est pas des représentants. Et moi, ce qui m'avait inspiré, c'était le fonctionnement d'Alternativa. En fait, moi, c'était une de mes premières expériences un petit peu dans l'autogestion, où on devait donc créer un village par rapport à la transition écologique, qui allait durer 2 jours, qui était Cours Léopold à Nancy. Et il y avait 10 pôles, je crois, de mémoire, 10-12 pôles de transition. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation pour la transition écologique, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du transport. Voilà, moi je faisais partie du pôle économie. Et en fait, il y avait des groupes de discussion, et puis on se retrouvait une fois par mois, il y avait un représentant, enfin un porte-parole, qui était là pour remonter, voilà ce qu'on propose présenter dans le village qui avait lieu le 13 et 14 juin 2015, je me souviens. Et puis, et en sociocratie, on fonctionne comme ça, il y a le premier lien qui remonte en fait du sous-groupe au groupe à l'Assemblée Cœur, les informations. Et il y a un deuxième lien qui est là pour dire voilà ce qui a été décidé vers le groupe du bas. Et il fonctionne avec le premier lien et le deuxième lien ne sont pas la même personne, parce que des fois c'est pas tout à fait les mêmes intérêts. Voilà, donc il y a des systèmes comme ça. Mais nous, on a un ancien truc qui s'appelle la grande épicerie, où c'est une épicerie participative. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des bénévoles, c'est eux qui font les employés de l'épicerie là. Donc tout est beaucoup moins cher à l'intérieur, et il n'y a qu'eux qui ont accès à l'épicerie là, mais ils arrivent à fonctionner avec un modèle sociocratique, et ils sont 200 bénévoles, quoi. Voilà, donc des exemples là, on en a localement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'expériences sur lesquelles on peut s'appuyer. Et il y a beaucoup même de petites institutions, ou parfois même des plus grandes, qui commencent à utiliser ces méthodes. Donc il y a beaucoup de gens formés en fait. Oui. Malheureusement, dans les Gilets jaunes, on n'en a pas vu beaucoup, en tout cas en Belgique. Effectivement, on ressent très fort dans ces cas-là le manque de structure, enfin en tout cas de méthodologie démocratique, parce que ça ne s'improvise pas forcément. Ça ne s'improvise pas. Comment les réunions, c'est tout bête, mais même le déroulé d'une réunion a son importance. Mais le déroulé de la réunion dépend de l'état d'esprit des gens, en fait. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner vraiment une méthode. Moi, dans mon état d'esprit à moi, j'aime bien qu'une réunion commence à l'heure, finisse à l'heure. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui aiment bien dire ouais, non, on va un peu discuter avant, etc. Et alors, des fois, tu vois l'heure passer, bon, il est 35, on n'a toujours pas commencé. Moi, je préfère qu'on commence à l'heure, on finit à l'heure. Après, on prend le temps de discuter. Parce que sauf que les réunions, c'est généralement après une journée de travail, donc on est déjà un peu rincé. Alors, plus on commence tardivement, plus tout le monde est fatigué. Mais voilà, on commence à l'heure, on a un ordre du jour.
on respecte les temps de parole, on lève la main. Enfin, il y a un côté un peu scolaire comme ça, mais le côté scolaire, moi j'ai remarqué, ça tourne bien, ça tourne rond, ça va vite, tout le monde, voilà, t'as juste à lever la main. Alors il y en a qui font aussi, il y a le mettre du temps, moi j'aime pas trop ce truc-là, il dit bon 10 minutes pour parler de ça, mais moi ça j'aime pas trop, parce que si t'as besoin de 15 ou si t'as fini avant, bon, voilà, mais voilà, il y a des façons de faire, mais moi j'ai Gilles qui est un copain, lui il est en fait professionnel, il forme des entreprises à l'intelligence collective, tout ça, et il dit bien, il n'y a pas de recette, hein. Il dit, il faut voir les gens, discuter avec eux, comprendre comment eux, ils fonctionnent. Hein. Mais c'est vrai que lorsqu'on va d'un pays à un autre, on voit des états d'esprit différents. Il y a une énergie qui est commune, et généralement, on se retrouve avec des gens qui ont une similarité avec nous. C'est-à-dire que celui qui ne se sent pas, il va à un moment s'extraire lui-même en disant « je me sens pas trop bien là-dedans ». Et c'est pas grave. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est pas forcément d'être exactement comme les autres, quoi. Avec la différence que s'il s'agit de gérer sa ville ou son métier... Ah là, tu mélanges tout le monde, par contre. Là, on ne peut pas s'échapper. Non. Là, il faut cadrer. Là, par contre, il faut probablement cadrer avec un facilitateur, un temps de parole, etc. Voilà. Mais après, voilà, il y a un livre que vraiment je conseille à tout le monde qui s'appelle... Alors, c'est un Belge qui l'a écrit d'ailleurs, Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organization. Alors, c'est basé sur le mode de fonctionnement des entreprises. Donc, on est sur le système marchand. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique qu'il y a eu différents types d'entreprises au courant de l'histoire. Il y a eu, je ne sais plus exactement, mais il y a eu la Rouge. Rouge, c'est vraiment l'armée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide. Tout le monde obéit, sans discussion. Après, il y a eu une orange, où en fait les gens pouvaient un peu décider d'eux-mêmes. Il y avait des chefs de groupe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un général, et voilà, il y avait quand même un peu des sous-chefs. Et l'entreprise qu'on a actuellement, qui est la plus aboutie, dans l'épanouissement des gens, c'est l'entreprise Opal. Et en fait, dans l'entreprise Opal, ce qui est hyper Opal, c'est la couleur. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il y a eu un moment, il y a eu la verte, la verte était assez intéressante, où il y avait... il y avait comme des groupes qui pouvaient un petit peu s'autogérer, mais suivant des ordres qui étaient au-dessus. Je dis un peu peut-être des conneries, hein. J'ai lu le livre il y a un petit bout de temps, mais en tout cas, l'Opal, ce qui est assez sympa, c'est que dans les entreprises, chaque cellule, si on va prendre le financier, l'entreprise publicitaire, enfin le secteur qui est chargé du projet, etc., en fait, il n'y a pas de chef. C'est-à-dire qu'il y a le PDG, il ne donne plus d'ordre. Voilà. Ils ont la raison d'être de l'entreprise, ils ont les valeurs qu'ils doivent porter, et la seule chose qu'on leur enseigne, c'est comment lever des tensions. Parce qu'à un moment, vous n'allez pas être d'accord, et c'est comment apprendre à lever des tensions. Et c'est ça qu'on cherche aussi un peu à vouloir faire prochainement, c'est un peu des tutos, c'est ça qui nous pose problème, c'est comment lever des tensions. Je ne suis pas d'accord, je suis frustré, j'aimerais bien que ce soit mon idée qui aboutisse. Voilà, c'est comment en fait gérer. Oui, parce que la gestion des égos, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus dominantes et effectivement il faut savoir les cadrer, et d'autres au contraire qui sont trop effacés, qui ne prennent jamais la parole et qui sont parfois très pertinents quand justement ils s'expriment. Et donc c'est tout ça qu'il faut réussir à... Enfin, si on veut une vraie intelligence collective pour le coup, c'est vraiment ça qu'il faut... Oui, c'est ça. Dans ce secret-ci, j'utilise beaucoup aussi ce qu'on appelle l'élection sans candidat. C'est-à-dire que en fait, le groupe désigne la personne qui va être chargée de faire quelque chose. Comme ça, il n'y a personne, les esprits forts qui voudraient que ce soit eux, en fait, ils ne peuvent pas se présenter plus que quelqu'un d'autre. Et la personne qui est un peu timide, elle peut être, elle, décidée, se lancer, parce qu'elle se sent encouragée. Et effectivement, généralement, on va la désigner parce qu'elle a les qualités requises. Le groupe ressent qu'elle a les qualités pour pouvoir aboutir à une tâche. Ça dit, dans les sociétés, enfin les entreprises Opal, en fait, ceux qui ont du leadership, ils disent quand même que c'est dommage de trop les cadrer, parce que en fait ce sont de vraies forces quand même, quoi. Oui, ce sont les moteurs. Hein, ce sont comme des moteurs. C'est en fait le fait de dire non, lui c'est autant que quelqu'un d'autre. C'est pas en termes de pouvoir, mais c'est de pouvoir le laisser un moment, s'y dire écoutez, moi j'ai ça comme idée, est-ce que vous pouvez me suivre? Et après on élit des chefs de projet. C'est-à-dire que dans la sociocratie, on peut dire à quelqu'un, lui c'est chef de projet, ce qu'il dit, il faudra le faire. Ça a été accepté avant. Si on veut revenir en arrière, on peut revenir en arrière. Oui, donc dans les mandataires, il y a
les porte-paroles, les premiers liens, deuxième liens. Voilà. Mais à côté de ça, ça c'est pour la prise de décision. Après, il y a l'opérationnel où là, effectivement, on peut avoir l'exemple typique, c'est les pompiers, ils vont pas commencer à discuter. Non, quand on est au feu, il faut un chef et voilà. Il faut faire comme vous dites. Exactement. Ouais. Donc, et donc c'est pour ça qu'en fait, la couleur opale, c'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. En fait, c'est que tout puisse exister, quoi. Mais ce que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas d'ordre, c'est eux qui décidaient de mener l'entreprise. Du coup, l'engouement est énorme, quoi. Et donc, je crois que, je ne sais pas si c'est chez Monsica, mais vous avez développé un concept ODG ou... Oui, ODG, Organisation démocratique globale. En gros, le concept de l'ODG, c'est donc les 5 niveaux dont je parlais avant, donc le quartier, commune, communauté de communes ou région, on va dire, la nation et le monde. Et le but du jeu, c'est que comment coordonner différents quartiers d'une grosse ville ensemble. Là encore, on ne peut pas mettre, 20 000 habitants autour de la même table, donc on est obligé de représenter un porte-parole. Voilà. Donc en fait, on élit un porte-parole, tirage au sort comme on veut, qui va servir de premier lien. Et donc là, on va avoir l'assemblée de communes, et c'est pas lui qui va prendre des décisions, sauf si eux, ils décident que lui prenne des décisions. Là aussi, ils peuvent se dire, non, mais on a confiance en toi, on sait comment tu fonctionnes, tu ne vas pas nous demander à chaque fois un référendum, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de décisions dans une ville, donc on peut à un moment un peu faciliter en disant, t'inquiète pas, maintenant on te laisse le choix du vote pour nous, et puis on fonctionne comme ça jusqu'au niveau national et international. Mais c'est l'assemblée, je veux dire, internationale, c'est pas des gens qui vont décider pour les nations, c'est surtout comment faire coopérer les nations, c'est surtout ça. C'est-à-dire que voilà, en France, en Belgique, on n'a pas de pétrole, mais eux, ils n'ont pas de camembert, j'allais dire, ou de champagne, ou de la bière, Mais on peut, c'est la coopération, pas de la prise de décision à la place des autres, quoi, et pour les autres. Oui, ou une décision collective, en fait. Décision collective, voilà. Et donc pour le coup, est-ce que tu as connaissance de modèles démocratiques dans le monde ou tu avais déjà parlé des zapatistes en fait? Ouais, zapatistes, les petites communautés. C'est Saillant, tu disais? Comment il s'appelle? Ça c'est en France, hein, oui. Ouais, qui fonctionnent. Ils n'ont pas été réélus. Ah. Il existe, il y a par exemple, il y a Nomadelphia qui va fonctionner comme ça. Genre même Nancy, en fait, on a des assemblées de quartiers. On a 11 quartiers qui se rassemblent, qui sont ouverts à tout le monde avec des facilitateurs. Alors après, je ne sais pas exactement si ce qui a été décidé n'est pas encore soumis peut-être à un choix du maire ou de la mairie pour des raisons peut-être budgétaires ou tout ça. Mais en tout cas, encore à cause de l'argent. Voilà, à cause de l'argent. En tout cas, sous mes yeux, ça existe. C'est pas compliqué d'organiser en fait des assemblées de quartiers et puis de réussir à coordonner des quartiers sur des choix communs. Tiens, on aimerait créer une piste cyclable entre mon quartier et ton quartier. Il faut qu'on communique ensemble. Après, il y a des notions de budget. Voilà. Non, je crois qu'un des principaux freins par rapport à la constitution de comités de quartier, par exemple, c'est qu'en général, les quartiers, ce n'est plus des communautés de vivants. Je veux dire, par exemple, ici, on est dans la périphérie de Bruxelles. Il y en a beaucoup qui travaillent à Bruxelles, qui sont plus liés avec Bruxelles que par les activités que la commune peut organiser ici, quoi. Donc, il n'y a plus d'intérêt commun, en fait. Oui. Mais ça, c'est l'organisation moderne oui, l'urbanisation fait un peu ça aussi. Ouais. Puis je pense qu'aussi nos contraintes socio-professionnelles nous permettent pas facilement de nous retrouver un soir après du travail pour encore faire une réunion. Enfin, moi, je ressens des limites parce que donc moi je travaille bien sûr pour le Monsica, tout ce qui est le site internet, la création des vidéos, avec l'équipe qui fait ça. J'ai mon assemblée locale à Nancy. Je vois pour réunir tout le monde
le même jour au même endroit, c'est juste impossible, on n'a jamais réussi. Parce qu'il y en a qui peuvent plutôt en journée, d'autres plutôt le soir, il y en a qui peuvent plutôt le week-end. On a réussi à réunir tout le monde, mais à la fois parce qu'on a un manque de temps, à cause du travail qui nous bouffe la plus grosse partie de notre semaine, mais elle bouffe aussi notre énergie. C'est-à-dire qu'il faut réussir après une journée de travail, après s'être occupé des enfants, aller en réunion, se mettre dans le débat. Et c'est aussi des choses qui freinent un peu à cette autogestion-là, parce qu'il y a un côté fastidieux à tout ça. On devrait avoir une journée par semaine qui serait consacrée à la démocratie. Alors, il y a un principe que j'ai appris lors de cette formation, qui est le concept de plaisir. Qui doit absolument être entretenu, soigneusement entretenu. Ouais. Enfin, le plaisir de se retrouver déjà. Ouais. Hein. Ouais. Si on n'a pas le plaisir, de toute façon, j'ai remarqué que le groupe se dispatche un petit peu. Voilà, c'est très important la convivialité, l'apéro, les chips, comment tu vas, prendre le temps de discuter. Si, toujours une bouteille de vin. Si, parce que il y en a plein qui boivent de la bière, hein, je crois. Ou la bière. Et voilà. Mais je veux dire, en fait, il y en a plein qui boivent pas d'alcool, mais je veux dire le côté, justement, l'ambiance de l'apéro, en fait. Il faut pas que ce soit dans une ambiance. Moi, j'aime bien commencer à l'heure, terminer à l'heure, parce que dans ma tête, ça fonctionne comme ça. Mais par contre, il faut que ce soit une ambiance apéro, en fait. C'est-à-dire, on est plutôt, on est entre copains, on est là, on n'est pas là pour jouer. Clairement, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer, mais par contre, c'est important qu'on ait le plaisir de se retrouver. Et il faut voir, oui, on s'embrasse, on se serre dans les bras quasiment tout le temps. Enfin, c'est presque une seconde famille, en fait, hein, dans les. Je pense dans les Gilets jaunes, vous êtes comme ça, en tout cas vous avez été très fraternels, je pense, quand il y a eu cette magnifique échappée de Gilets jaunes dans les ronds-points. Et d'ailleurs, vous faisiez des apéros autour des palettes qui brûlaient, je me souviens. Mais c'est vrai que non, c'est important d'avoir une ambiance là. Parce qu'il y a cette dimension d'énergie, de pont, enfin, sans spiritualité, mais il y a des ponts d'énergie qui se créent en fait. Et des fois, on sent en fait qu'il y a une énergie qui peut être très bonne. Puis il y a des fois des réunions où l'énergie est basse, quoi. L'énergie est un peu compliquée. On se dit bon. Et quand on finit mal, on a moins envie d'y aller à la prochaine. Mais il faut un peu tenir. Hein. C'est comme un couple, hein, c'est jamais parfait, mais globalement, c'est hyper précieux. Enfin, comme un couple, faut pas. Rien n'est acquis, quoi. Faut vraiment avoir cette vigilance de. Mais après, bon, je pense que ceux qui viennent dans les états d'esprit là, comme dans les Gilets jaunes, ils viennent avec leur humanité qui est là quand même sur la table. Ils viennent pour partager cette humanité aussi. Donc ça se fait assez naturellement, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre à l'ordre du jour apéro, ça se fait, quoi. Voilà, je crois qu'on a déjà fait le tour de la question, plus ou moins. Enfin, on peut, évidemment, il y a 36 000 questions à aborder encore. S'il s'agit de mettre en œuvre une utopie, tu connais la citation de Eduardo Galeano sur l'utopie? Je sais c'est laquelle, mais je la connais pas par cœur, je vais mettre une analyse. C'est un compatriote. Non, l'utopie c'est comme l'horizon. Donc quand tu avances d'un pas, l'horizon il s'éloigne. Et si tu avances de 2 pas, l'horizon s'éloigne encore plus. Mais tu avances en fait. Donc l'utopie, c'est à ça que ça sert, à avancer. C'est ça, ouais. Mais c'est une direction, c'est pas une destination. Et donc c'est très important d'avancer. Donc c'est très bien de critiquer le monde dans lequel on est, mais effectivement, pour avoir des vraies perspectives, il faut proposer autre chose. Sinon on tourne en rond. Et donc, merci en tout cas de nous avoir fait rêver. Merci à toi pour l'invitation. Et rêver dans le concret, voilà, c'est pas... Oui, j'ai bien compris. Merci de préciser. Non, parce que je crois que quand on évoque le fait de se passer d'argent, je crois que ça fait vraiment rêver tout le monde. Et je crois que ça vaut vraiment la peine de creuser un peu l'idée, voilà. Oui, parce que c'est... En fait, le cerveau, il a tendance à... Quand tu parles pour la première fois à quelqu'un d'un monde sans argent, le cerveau, il bug immédiatement. Il n'y a pas de réflexion, en fait. Hein. C'est immédiatement, non, c'est pas possible.
on a besoin de l'argent, ça peut pas fonctionner. En fait, on a toutes ces choses-là. Mais là où il faut se questionner, c'est comment on peut être sûr d'un truc sans y avoir réfléchi. Parce que la plupart du temps, les gens ne réfléchissent pas, ils disent non, quoi. Si c'est pas du conditionnement, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux être sûr d'un truc sans trop creuser? Et en fait, plus on creuse, en fait, moi, en tout cas, le sentiment que j'en ai, c'est que l'utopie, c'est de croire qu'un système marchand va pouvoir durer encore 200 ans. Ça, c'est très... là, on rêve, là. Ouais, là, c'est du mauvais rêve, mais non, le système marchand, il est trop contraignant à tous les niveaux, quoi. Donc, je pense que l'utopie doit changer de camp. Voilà. On garde ça comme conclusion? Eh ben, allez, ça marche. Ok, parfait. Encore merci de votre attention. Un énorme merci à Jean-Philippe qui vient de loin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.